Donc on va passer à la deuxième intervention qui va regrouper pourquoi et comment l'évolution physiologique a influé sur la détection et sur le suivi. Donc j'invite à venir me rejoindre sur l'estrade le professeur Alain Quintalet, le professeur Lars Boschen-Michalsik, le professeur Jacques Priou, le professeur Thomas Hogan. Donc on va commencer par le professeur ou le docteur Alain Quintalet, donc qui est non seulement le préparateur de l'équipe de France masculine, qui a presque tous les titres de champion du monde de l'équipe de France masculine, et qui aujourd'hui évolue aussi dans une équipe et dans la préparation dans une équipe au Qatar. Et je le remercie beaucoup aussi d'être venu de Lille, en coup de vent certes, mais d'être venu quand même pour expliquer son travail très utile depuis un certain nombre d'années. En fait, je suis un escroc, je suis chauffeur de bus. Et Claude, un jour, il a dit « Comme t'es costaud, tu viens avec nous ». C'était en 2004. Et depuis 2004, j'ai eu la chance donc de préparer avec lui cette équipe. Et je vais donc vous parler de la préparation physique qu'on a mis en place, qui est pas particulière, mais qui est relativement proche de l'activité. Donc je vais déjà vous parler. En plus, il faut aller vite, donc excusez-moi, je vais aller plus vite que d'habitude, plus vite que lui aussi au niveau de la parole. La première chose qui est importante, c'est d'analyser l'activité, ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'on se trompe encore, on pense que c'est une activité qui est plutôt cardio-pulmonaire, et je vais essayer de vous montrer que notre approche, nous, est essentiellement neuromusculaire, c'est-à-dire qu'on développe les qualités de puissance-vitesse. Suivant. Donc en 2000, on a déjà fait, à partir des équipes professionnelles, du championnat de France professionnel, j'étais à Célestat, et sur l'équipe de Célestat, avec une analyse vidéo, on a essayé de classer toutes les actions et d'essayer de voir un petit peu à quoi correspondait l'activité. Les premiers résultats, s'il vous plaît, très, très rapidement, vous voyez, on a déterminé qu'un joueur qui restait sur le terrain 1 heure, pendant 38 minutes, il marchait. Et que les actions courtes représentaient, c'était les actions les plus importantes déjà, on s'en était aperçu à la vidéo, et qu'elles représentaient peu de temps. Donc, vidéo suivante, s'il vous plaît. La première analyse, ça a été de se dire, c'est peut-être pas l'objectif cardio-pulmonaire qui est important, bien sûr qu'il faut avoir un équipement cardiaque qui nous permet de durer, de subir les entraînements, mais au niveau du match, c'était pas forcément ça l'élément important. Ce que pensaient les entraîneurs, comme moi d'ailleurs, dans les années 90. On préparait essentiellement les équipes et on évaluait les équipes, les joueurs, au niveau cardio-pulmonaire. Donc là, on a commencé à réfléchir sur l'objet de l'augmentation de la performance de l'individu. Suivant, s'il vous plaît. Je vous montre quelques images, ça dure 2 minutes, et je vous demande d'observer les accélérations des joueurs de la base arrière et en même temps l'activité. Regardez là-bas au coin, vous verrez au coin droit l'activité de l'ailier. Tout à l'heure, il y a eu une étude, j'ai entendu, sur les différentes qualités des joueurs aux différents postes. Regardez l'activité différente entre ces 2 postes déjà. Alors vous apercevez que tout ce qui est déterminant, ça se passe souvent sur 2 appuis et une accélération qui est maximale. Assez tranquille, et là,
off, une impulsion. Donc cette impulsion, bien sûr, elle doit être maximale tant au niveau de la coordination qu'au niveau des leviers musculaires. Et regardez l'ailier là-bas au fond, à ballot. Alors, je ne dis pas qu'il ne fait rien, hein, mais il n'a pas du tout la même activité que les gens de la base arrière. Donc à un moment donné, il va falloir peut-être l'entraîner différemment. Donc, bien sûr, beaucoup d'explosivité, mais une extrême richesse au niveau de la coordination spécifique, l'acte technique. Donc, ce que parlait Claude tout à l'heure, il faut le support physique de manière à exprimer techniquement le maximum de ses qualités. Vous pouvez passer à la suivante. La première étude qu'on avait faite, elle était vraiment empirique, puisque basée sur l'observation de la vidéo. Et en 2011, sur l'équipe de France, en matchs internationaux, avec l'aide de l'INSEP, bon, il y a des chercheurs, où il y a des chercheurs et des gens de haute compétence, on a équipé les joueurs d'accélérométrie. Donc ils étaient équipés avec le système catapulte. Et évidemment, il a fallu analyser les signaux. Et voilà, alors, suivante. Toc, suivante. Il y a le premier PDF, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ces charges d'accélération latérale et également verticale, hein, c'était une accélérométrie dans les 3 dimensions, il y avait une graduation de 1 à 5, hein, pour être simple. Les vitesses maximales, c'est ce que vous voyez tout en haut, la catégorie 5, et bien sûr les vitesses lentes, c'est-à-dire quasiment la marche à la course lente, c'est le niveau 1 et 2. Là, vous pouvez descendre l'élément. Voilà. Donc, dans les différentes phases, vidéo suivante, s'il vous plaît. On va aller tout de suite au résumé. Voilà. Encore, suivant. Non, vous m'en avez oublié une. Bon, c'est pas grave. Revenez à la précédente. Non, tout en haut. Le résumé. Voilà, ce joueur, c'est un joueur de la base arrière, Jérôme Fernandez. Ce jour-là, il a joué 28 minutes. Et sur ces 28 minutes, vous devez avoir une fiche avec le résumé de tout ça. C'est la fiche suivante. Mais pas fiche PDF. Si. Fiche suivante, s'il vous plaît, de la vidéo. Encore. Voilà. Le joueur, donc, Jérôme Fernandez, sur 28 minutes, il est resté que 3 secondes dans la zone 5, c'est-à-dire c'est la zone d'accélération maximale, c'est celle où se passent les actions les plus déterminantes. 10 secondes dans la zone 4, mais dans ces 13 secondes, il a fait 15 actions en attaque et 1 en montée de balle et 6 en repli défensif. Et c'est dans ces 15 secondes que toute la qualité de son jeu s'exprime. Le reste du temps, vous vous rendez compte, 23 minutes, il est dans la zone 1 et 2, où là, il marche, où il court relativement tranquillement. Il n'y a quasiment que 5-6 minutes où il est en course moyenne. C'est le changement de transition. Donc, automatiquement, lorsqu'on analyse cette chose-là, il est bien évident que toute l'activité de travail, elle doit être située sur ses qualités d'explosivité. Alors, on va voir plus loin, suivant. Donc, par rapport à l'activité, les facteurs de la performance, c'est la coordination, l'explosivité, la vitesse et la puissance-vitesse.
Au niveau de la pratique, par contre, ça c'est pour le match. C'est-à-dire pour le match, c'est ces qualités-là qui font la qualité du joueur et la qualité de sa performance. Par contre, au niveau de son activité générale, bien sûr, si on ne développe pas des qualités d'endurance suffisantes, c'est-à-dire si l'équipement cardio-pulmonaire n'est pas correct, bien sûr, il ne va pas bien récupérer, il ne va pas être capable d'enchaîner parce que les gens à haut niveau jouent 2 fois par semaine, s'entraînent tous les jours, et là, les facteurs de récupération sont hyper importants. Autre facteur, la récupération, mais les maîtrises de la récupération, en passant par le froid, le système médical, etc., et la prévention. Parce qu'un joueur qui... J'ai entendu parler, est-ce qu'il y a des processus? Nous, on essaie de mettre en place des routines de proprioception, de protection de l'épaule, etc., pour justement préserver le joueur et qu'il puisse être dans le domaine de la performance du match le plus protégé possible. Alors maintenant, je vais vous montrer comment, parce qu'il y a plusieurs démarches pour développer ces facteurs de la performance. Suivant. Alors nous, pour moi, c'est le travail musculaire, mais pas n'importe quelle musculation. Et avant de penser au travail musculaire, la chose fondamentale pour nous, ça a été le travail de gainage. Alors, moi, homme de terrain, qu'est-ce que j'appelle le travail de gainage? C'est le travail sur les muscles profonds qui sont le soutien du schéma corporel et qui permettent les meilleures transmissions de coordination et de force. On a fait un travail énorme depuis 2003 sur les routines de gainage. Je vous montrerai tout à l'heure des vidéos pour imaginer ce travail. Et le travail, bien sûr, de musculation, mais avec une méthode vraiment, pour moi, essentielle, qui est le contraste de charge. Je vous expliquerai aussi pourquoi après. Vidéo suivante. Alors, le gainage, il y a le travail au sol et le travail dans la station verticale. Parce que le travail au sol, bien sûr, il est hyper important, mais on n'est pas dans la stature de l'activité. L'activité, c'est debout. Donc, on a un travail au niveau, bien sûr, des abdos, quand même, avec des charges, parce que l'objectif, c'est de cibler au maximum. Pour moi, quand je fais un travail physique avec les joueurs, ça doit être vraiment scannérisé. Il ne faut pas fatiguer le joueur si ça ne sert à rien. Et tout ce qui est travail de la fatigue, j'aime pas. Donc, on a essayé de trouver des exercices simples, mais où on était sûr d'impacter. En particulier, sur les abdos, le problème de la respiration, de manière à libérer le diaphragme, de manière à ce aussi le travail musculaire soit profond. Parce que je vois trop de travail en crunch, etc., qui sont des exercices de fatigue, mais qui ne développent pas de manière utile. Et essentiellement, après, le travail de gainage. Pareil, le travail de gainage, pendant longtemps, s'il y a ici des kinés, on a travaillé au niveau isométrique, ce qui était déjà bien, mais qui nous venait de la chirurgie sur la rééducation des gens qui avaient été opérés du dos, mais ce n'est pas l'activité. Dans l'activité, la fonction des muscles profonds dans notre activité, c'est déstabilisation, stabilisation. Donc il faut retrouver dans le travail cette notion de déstabilisation et brusquement de stabiliser pour développer les muscles profonds de manière efficiente. Donc on a tout un tas d'exercices. On peut passer à la deuxième diapo, parce qu'il y a 5-6 exercices de ce type. Et de la même manière, travaille ici sur des coussins de proprioception pour avoir un léger déséquilibre au niveau du corps, et après avec du travail de charge de manière à déséquilibrer, équilibrer. C'est-à-dire, c'est un travail très fin. Donc ça, il doit y avoir une suivante derrière. Allez, Nicolas, dépêche-toi. Voilà. Voilà. Déjà ? Oh putain. Bon, ben... Non, mais pas quasiment. Je continue 2 secondes. Passer à la suivante.
Bon, les méthodes de musculation, les entraîneurs se trompent souvent parce qu'ils sont souvent sur la force. La force, c'est nécessaire, mais elle a un effet énorme, c'est le ralentissement des réactions. Et nous, on ne travaille que sur la force explosive, c'est-à-dire le contraste. Et vite, une vidéo suivante. Tac, celle de... Voilà le travail. Donc ça, par exemple, c'était il y a 15 jours. Daniel Narcisse, il a 160 kilos sur le dos. Il monte une marche en unipodale. Il essaie de rester en équilibre. Donc il y a un ajustement au niveau du gainage. Et derrière ce travail de charge, ça dure 30 secondes. Alors, évidemment, vous, médecins, vous voyez les contraintes que ça implique et les problématiques qu'il peut y avoir à un moment donné au niveau du genou, au niveau du dos, d'où l'obligation d'avoir un énorme gainage de manière à pouvoir supporter ces charges sans traumatisme. Donc, derrière le travail de charges très très lourdes, entre 85% et 100% de son max, derrière un petit travail de pliométrie et de vitesse. Et là, je suis obligé de m'arrêter et de vous souhaiter une bonne fin de colloque. Et nous, on va prendre le train pour rejoindre l'équipe de France et les faire travailler. Merci beaucoup, Alain. Nous allons passer tout de suite à Jacques Priou, professeur à l'ENS à Rennes, ancien collègue de travail. Et néanmoins ami, qui va nous parler du concept de charge de travail et essayer de vous expliquer les différentes méthodes d'analyse. C'est où qu'il faut appuyer ? Là pour le bas ? D'accord. Bonjour. Je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité à venir faire cette présentation. Et je voudrais particulièrement remercier Gérard de m'avoir sollicité pour cette présentation. Je suis très heureux de le retrouver. Je vais vous parler, je vérifie si ça marche, je vais vous parler aujourd'hui du monitoring de la charge d'entraînement dans les sports collectifs et je vais prendre comme exemple le handball. Alors dans un premier temps, je vais essayer de définir ce concept, puisque c'est un concept, le concept de charge d'entraînement, et je vais essayer de vous parler des difficultés que l'on rencontre lorsqu'on veut mesurer ce concept ou lorsqu'on veut mesurer cette charge d'entraînement. Alors là, c'est une modélisation très simpliste de ce que peut être l'entraînement. L'entraînement peut être considéré comme une relation simple entre une dose et une réponse. La dose, ça serait la charge d'entraînement. Et la réponse, ce serait des adaptations à l'entraînement induites par cette charge. Si on se réfère à la littérature, on pourrait qualifier de cette charge d'entraînement de stress physiologique associé avec la charge d'entraînement. On pourrait aussi dire qu'il existe que ce stress physiologique, c'est finalement une charge interne et que le reste, le travail réalisé à l'entraînement, c'est une charge externe. Alors, qu'en est-il de cette charge externe ? La charge externe, c'est le travail externe réalisé à l'entraînement par l'athlète. Et cette charge externe, elle est mesurée indépendamment des caractéristiques internes de l'athlète. En handball, par exemple, c'est ce qui vient de vous être présenté par Lars, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est le type de déplacement, c'est la vitesse de déplacement, c'est le nombre de tirs, c'est le nombre de sauts, etc. La charge interne, elle est concomitante de la charge externe. On pourrait les qualifier comme ça, définir comme ça pourrait être les stress physiologiques et psychologiques imposés à l'athlète. Et là, c'est comme pour la charge externe. On a plusieurs paramètres. On a une batterie de paramètres qui peuvent être utilisés pour l'évaluer, l'estimer. On a la fréquence cardiaque. On a le rapport de la fréquence cardiaque sur la RPE, qui est un indice de l'intensité d'exercice. On a les modèles de TRIMP à partir de la fréquence cardiaque. On a la concentration de lactate et on a le rapport de la concentration de lactate sur la RPE. On a la variabilité de la fréquence cardiaque et on a des paramètres biochimiques, hormonaux et immunologiques. Si on revient à notre modèle, et si on veut parler des adaptations à l'entraînement, ces adaptations à l'entraînement sont assez faciles à mesurer.
On a toute une batterie de tests en laboratoire ou de terrain qui permettent d'objectiver, je crois qu'on peut dire avec précision, il y a du travail à faire, mais il y a des améliorations à apporter, mais les effets de l'entraînement et les adaptations de l'entraînement. En revanche, si vous voulez évaluer la charge d'entraînement, compte tenu de ces deux composantes et compte tenu des nombreux paramètres qui caractérisent chacune des composantes ou chacun des composants, là, ça devient un petit peu plus compliqué. En effet, si vous voulez mesurer une distance dans la vie de tous les jours, vous prenez un mètre ou vous prenez un outil qui vous permet de mesurer cette distance et vous l'avez en temps réel. Si vous voulez mesurer une masse, c'est pareil, il y a tout un tas d'outils qui vous permettent de le faire. Si vous voulez mesurer une performance, on sait faire, il y a tout un tas d'outils qui peuvent le faire. Si vous voulez mesurer une charge d'entraînement, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a aucun outil actuellement qui vous permet de dire que la charge d'entraînement, lorsque vous êtes en train de faire un exercice, c'est celle-là. Et surtout pas en temps réel. Donc c'est très compliqué. Les outils qu'on utilise pour mesurer une masse ou une distance, on ne peut pas les utiliser en tout cas uniquement pour mesurer une charge d'entraînement. Et puis, selon moi, on ne mesure pas une charge d'entraînement, mais on estime une charge d'entraînement. Et toute la problématique de la charge d'entraînement, elle est probablement là. Alors quoi ? Ça sert à quoi d'estimer une charge d'entraînement ? Eh bien, ça rend possible de définir des limites. Alors, une première limite de sous-charge, c'est-à-dire quand l'athlète ne s'entraîne pas suffisamment pour maintenir son niveau de performance. Ça peut amener à un état de désentraînement. Ou une limite de surcharge, c'est-à-dire que c'est quand les demandes de l'entraînement excèdent les capacités de l'athlète. Et là, ça peut amener à un effet de surentraînement. Il y a quand même quelques avantages à monitorer cette charge d'entraînement. Le premier, moi c'est celui qui m'intéresse en tant que scientifique, professeur des universités, c'est d'expliquer à partir de la charge d'entraînement l'évolution de la performance. Alors évidemment, la charge d'entraînement n'est pas le Saint Graal. La charge d'entraînement, elle toute seule, n'explique pas les performances, mais c'est un des paramètres auxquels il faut s'intéresser. Elle permet aussi d'approprier, de mettre en place un planning approprié à la charge d'entraînement et aux compétitions. Elle est importante, et je crois que ça intéresse beaucoup de monde aujourd'hui, pour réduire les risques de blessures, de maladies et de surcharge qualifiées de non fonctionnelles. Et puis, dans certains sports, elle permet d'améliorer la communication entre le coach et les athlètes, parce que l'athlète est impliqué dans le management, dans le monitoring de la charge d'entraînement. En retour, on a une plus grande confiance de l'athlète dans le programme d'entraînement. Il y a une installation de copropriété qui s'instaure entre le staff et les athlètes. Mais le monitoring de la charge d'entraînement, il présente aussi de nombreux désavantages. En effet, de nombreux entraîneurs scientifiques ne sont pas impliqués dans le monitoring de la charge d'entraînement de leurs athlètes pour plusieurs raisons. D'abord, monitorer une charge d'entraînement, ça demande du temps. Beaucoup de temps. On ne monitore pas une charge d'entraînement comme ça. Ça demande de l'argent, puisqu'il faut acheter du matériel, et puis ça demande des ressources humaines. Généralement, ce ne sont pas les entraîneurs qui monitorent la charge d'entraînement, et ce ne sont pas non plus les préparateurs physiques. C'est souvent des tierces personnes, des étudiants qui sont là. Pourquoi ? Parce qu'il faut recueillir les données, il faut les exploiter, il faut les analyser. Et ça, il faut savoir le faire, et ça demande beaucoup de temps. Autre désavantage, c'est qu'on est absolument incapable aujourd'hui de vous garantir que les effets du monitoring, des effets bénéfiques du monitoring sur la performance. Enfin, la plupart des entraîneurs manquent de connaissances, et on ne peut pas leur reprocher, ou d'expérience sur les techniques de monitoring qui existent aujourd'hui. Donc ils sont incapables de mettre en place des systèmes durables et pratiques de monitoring, et ils ne savent pas procéder à l'analyse des données. Alors après cette première partie sur le concept de charge d'entraînement, je vais vous présenter, ça va être assez rapide puisqu'il n'y en a pas beaucoup, des études scientifiques qui s'intéressent au concept de charge d'entraînement dans le domaine du handball. Alors d'abord, avant de vous parler du handball, je vais vous parler de la recherche scientifique sur ce concept de charge d'entraînement. Vous n'allez pas beaucoup voir, mais là, vous avez le nombre de publications et l'évolution du nombre de publications s'intéressant principalement à ce concept de charge d'entraînement entre 2000 et 2016. Donc on voit qu'en valeur absolue, chaque année, il n'y a pas un grand nombre de publications. Mais on voit que ce nombre de publications augmente de façon exponentielle. Et si on fait le zoom sur des disciplines sportives, ici vous avez le foot, vous voyez qu'on retrouve cette augmentation exponentielle.
Ici, vous avez le rugby, où il y a aussi un grand nombre de publications qui s'intéressent exclusivement à ce concept de charge d'entraînement. Si on regarde le basket, il y en a beaucoup moins, et si on regarde le hand, il y en a encore beaucoup moins. Pour moi, selon moi, il y a 2 études actuellement, mais j'ai fait une recherche bibliographique à partir de PubMed, il y a d'autres moteurs de recherche, qui s'intéressent principalement à ce concept de charge d'entraînement en handball. Alors, pourquoi est-ce qu'on assiste à cette augmentation du nombre de publications s'intéressant principalement à ce concept de charge d'entraînement? Une des raisons, c'est le contexte méthodologique. Enfin, vous voyez ici, sur ce slide, qu'il y a un grand nombre actuellement de capteurs disponibles sur le marché qui permettent d'accéder à un grand nombre de paramètres qui eux-mêmes peuvent être utilisés pour quantifier la charge d'entraînement. Et donc ce développement technologique est concomitant de l'augmentation du nombre de publications s'intéressant à la charge d'entraînement. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, on ne pouvait pas le faire avant. Et puis, ça, je pense que c'est l'avenir. Sur le plan technologique, il y a un grand nombre de vêtements capteurisés qui se développent, qui sont commercialisés, qui ne sont pas encore aujourd'hui utilisables pour quantifier la charge d'entraînement, mais qui vont l'être. Dans 15 ans, 20 ans, je pense que les entraîneurs et les scientifiques utiliseront ce type d'outils. Peut-être qu'on arrivera à monitorer la charge d'entraînement en direct. C'est un véritable défi. Alors, s'agissant maintenant des publications sur le handball, eh bien, on a 4 familles de publications. On a les publications qui s'intéressent à l'analyse de l'activité chez les joueurs de handball. On a les publications qui s'intéressent à l'étude du profil physique et physiologique des joueurs de handball. On a les publications qui s'intéressent au développement et à l'évaluation des qualités physiques chez les joueurs de handball, et on a toutes les publications qui s'intéressent aux différentes pathologies et maladies du joueur de handball. Si on fait un zoom sur les publications qui s'intéressent à l'analyse de l'activité, on a là, aujourd'hui, vous avez de la chance, Lars vous a présenté ses travaux. Vous voyez ici, c'est pratiquement sur les 10 dernières années, toutes les publications qui sont intéressées à l'analyse de l'activité du joueur de handball. Et Lars en a publié plus de la moitié. Mais ces publications n'ont pas pour objet la charge d'entraînement. Ils ont pour objet simplement d'analyser l'activité du joueur de handball. Or, la charge d'entraînement ne se limite pas à l'activité du joueur de handball. Par contre, la plupart des paramètres qui sont utilisés dans les études que Lars vous a présentées pourraient être réinvestis dans des études où on étudierait spécifiquement la charge d'entraînement. Alors, ces paramètres, je vais passer rapidement puisqu'ils vous ont été présentés, mais c'est les distances parcourues en mètres. C'est le type de déplacement, donc des déplacements à vitesse faible, à vitesse modérée, à vitesse encore plus importante. C'est des déplacements latéraux, c'est des déplacements des courses arrière et c'est aussi des sprints. Mais il y a aussi d'autres formes de déplacement qui sont d'autres actions qui sont étudiées, comme les changements de direction, comme les sauts et comme les sprints. Alors, ces études, quand même, toutes ces études qui s'intéressent à l'analyse de l'activité, étudient l'analyse de l'activité uniquement à l'aide de systèmes vidéo. Aucune de ces études n'utilise de biocapteurs. Aucune. Et la plupart de ces études, toutes ces études, analysent l'activité des joueurs de handball lors de matchs, soit des matchs amicaux, soit des matchs officiels. Mais aucune de ces études ne s'est intéressée à ce qui se passe pendant l'entraînement, entre 2 matchs. Alors là, vous avez 2 études qui sont vraiment très intéressantes. Moi, c'est le modèle qui m'intéresse dans le cadre de mes travaux. C'est ce qu'on essaie de faire actuellement avec l'équipe du Montpellier Handball. On travaille sur le modèle d'une saison. Donc vous avez 2 très belles études parues dans une très belle revue scientifique MSSE. Et ces études sont très intéressantes parce que le modèle, donc, c'est une saison entière. Et parce que ces études ont été respectivement réalisées chez des handballeurs élites et chez des handballeuses élites. Alors, vous voyez comment sont constituées les saisons, avec 2 périodes préparatoires, avec 2 périodes de compétition, et puis avec une batterie de tests tout au long de la saison, à 4 ou 5 reprises, pour mesurer différentes qualités. Eh bien, que montrent ces résultats? Alors, le but de ces études n'était pas du tout la charge d'entraînement, mais ces études montrent l'évolution du nombre d'entraînements, l'évolution du nombre de matchs amicaux, l'évolution du nombre de matchs officiels, le temps passé à s'entraîner en endurance, en force, en sprint, le temps passé à jouer en handball, et ça en fonction des différentes périodes de l'année.
cette technique-là, cette méthode-là pourrait être réinvestie, mais en ciblant le travail, cette fois sur le concept de charge d'entraînement. Alors cette étude-là, elle est aussi très intéressante. Les deux autres étaient en 2006 et 2008, celle-là, elle est en 2010. Elle est très intéressante parce qu'elle s'intéresse aussi à une saison entière, et moi, c'est le modèle qui m'intéresse. On retrouve la structure tout à fait classique avec des périodes préparatoires, des périodes de compétition et des périodes de récupération. Et pourquoi est-ce qu'elle est intéressante, cette étude? À ma connaissance, c'est la seule. Elle est intéressante parce qu'elle mesure tout au long de l'année l'évolution de la charge d'entraînement. Vous le voyez en bas du tableau, ce que j'ai encadré. Comment? Pour ceux qui connaissent, tout simplement en utilisant la méthode de Foster. Vous prenez la RPE, vous multipliez par la durée soit du match, soit de l'entraînement, vous obtenez une charge, vous le faites pour chaque joueur, vous avez une moyenne et vous avez l'évolution de cette moyenne au cours du temps. C'est une technique qui présente des limites, mais ça a le mérite de présenter l'évolution d'une charge d'entraînement au cours d'une saison. Cette étude n'a pas été réalisée sur des joueurs ou des joueuses élites, mais elle n'en reste pas moins très intéressante. Elle montre que, par exemple, c'est pendant la deuxième période du championnat que la charge d'entraînement est la plus importante. Elle montre également, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui, qu'il existe des corrélations significatives entre cette charge d'entraînement et des paramètres biochimiques ou des items obtenus lors du questionnaire REST-Q. Et je finis ma présentation, rassure-toi, par une dernière présentation. Alors, je ne peux pas vous la présenter en détail, parce que j'ai eu beau chercher, j'ai passé énormément de temps à essayer de la trouver, mais je n'arrive pas à la trouver, elle est récente, elle n'est peut-être pas encore publiée. Elle est intéressante parce qu'elle utilise des accéléromètres, tout simplement, pour analyser l'activité de joueuses de handball pendant des matchs de handball. Ouais, donc, il utilise un accéléromètre, enfin, je vais vous dire quoi exactement. Donc, ce qui est étudié, c'est des matchs internationaux de handball. Les joueuses, ce sont des joueuses d'une équipe nationale de handball. Le matériel utilisé est le système catapulte. Vous voyez, on peut l'installer relativement facilement sur les joueurs, en l'occurrence ici sur les joueuses. Et le paramètre utilisé comme indicateur de l'intensité de l'entraînement, c'est le player load. Que montrent ces résultats? Alors, je suis désolé, je ne peux pas vous les montrer autrement parce que je n'ai pas eu accès aux résultats, mais simplement à l'abstract, c'est qu'il y aurait une diminution de la charge d'entraînement au cours des matchs et que cette diminution, on l'observe à la fois, quel que soit le poste des joueuses étudiées. Voilà. Je finirai ma présentation simplement par vous dire qu'il y a vraiment très très peu d'études sur la charge d'entraînement dans le milieu du handball. Et ça, il faut le corriger, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il faut en faire d'autres. Je pense que le modèle qui doit être étudié, c'est le modèle de la saison. C'est là où l'analyse de la charge d'entraînement a véritablement du sens. Il faut réaliser ce type d'études pour améliorer notre compréhension de la relation entre la charge totale d'entraînement. La charge totale d'entraînement ne peut en aucun cas être ce qui se passe uniquement pendant les matchs, mais il faut faire le monitoring de la charge d'entraînement également pendant les entraînements. Et ça, on comprend bien, si vous êtes handballeur, toutes les difficultés que ça peut poser. Donc, entre la charge totale d'entraînement, la performance et les maladies dans le domaine du handball. Et puis, il faut essayer de tester un petit peu ces micro-technologies. Je vous en ai montré, il y en a des tas sur le marché. Pour les tester, voir leur fiabilité, voir si les mesures sont bonnes et si on peut les utiliser dans le domaine du handball pour monitorer la charge d'entraînement. Je vous remercie. Donc merci Jacques. Et effectivement, avant que vous puissiez aller tester ce type ou un exemple de ce type de matériel en bas tout à l'heure, je demande au professeur Thomas Haugen si il veut bien intervenir. Il représente le centre de préparation olympique norvégien et va intervenir également sur la notion de physiologie et de préparation physique d'une équipe. Good afternoon, everybody. My name is Thomas Haugen. I'm representing the Norwegian Olympic Federation.
and I was invited here today by the organizers to talk about the physical fitness in male Norwegian handball players. And more specifically, my talk is based on this particular study, physical and physiological characteristics of male handball players, influence on playing position and competitive level, officially published in the Journal of Sports Medicine and Physical Fitness last year, 2016. In this brief presentation, I will focus on the main findings of this study, and supplementary information can be found if you download this paper. The overall purpose is to provide you an idea of the physical and physiological requirements in order to perform at a very top level. And to put this in perspective, I will compare the present results to what has been found in other previous studies, and where possible, I will also relate the results to comparable data we have of male national team players in soccer and ice hockey at the Norwegian Olympic Federation. First, some words of what we did. It's a simple descriptive study with a cross-sectional design involving 176 players. Of those, 71 back players, 44 wing players, 30 pivots, and 29 goalkeepers. Of the 176 players, 56 were national team players, either for juniors, so they were between 18 and 20 years, and senior players. And the remaining 120 players were from the best and the upper Norwegian league, first division players. The test order was in the following order: throwing velocity, sprinting, vertical jump, 3,000 meter running, maximum deep squats, and maximum bench press. All tests were standardized and performed on the same day, off season about 4 or 5 weeks prior to the season start in 2011 and 2012. And as you already have figured out, this is a very heavy test battery, considering that you perform all the tests in one single day. And it's therefore reasonable to assume that fatigue might have affected the results, particularly the maximum strength test at the end of the day. We can also always talk about the validity and relevance of each of these tests. But the intention in this case was just to provide an overall impression of the general physical fitness level. And we also have to take into account that the practical considerations when testing so many athletes within a very brief time period. So that's why we chose those tests. It had to be practical, but also very general. So first we start with the throwing velocity results. To explain the figures, you see that in each box there is a line in the middle that represents the mean, and the upper and lower line represents the 95% confidence interval. And differing letters, you see A's and B's and C's and D's all over, they denote significant differences across playing categories. And not surprising, the back players achieve the highest throwing velocities, and this is in line with most previous studies. And overall, throwing velocity was also the strongest performance predictor of all the tests we had. About 10 of the 11 best individual set shot values and 8 of the 12 best jump shot values were achieved by national team back players. And the mean values achieved by the present national team players were higher than those previously reported. I've done some summary in this table showing that we have some Spanish players, German upper league players, Tunisian national team players, and Austrian players as well. But the results are a little bit lower in terms of throwing velocity than what we achieved in this study. We have to note that there are differences in apparatus and the distribution of the playing positions. They vary across studies, so it's not always directly comparable.
Linear sprint ability. We see that the wing players are the fastest players, not surprising, ahead of the back players, pivots, and the goalkeepers. And this rank of order is also consistent with the previous literature, and no differences in sprint ability were observed between national team players and upper division players for any of the positions. This slide shows 20-meter sprint times for national team handball players compared to corresponding results for soccer players and ice hockey players. And overall, soccer players are the fastest national team playing group, slightly ahead of handball and ice hockey. So it's quite in the middle of those two other sports. Regarding vertical jump ability, more specifically the counter movement jump, we see that the back players and wing players were slightly better than pivots and goalkeepers, about 4 or 5 centimeters on average. We have to note that in this case they jumped with fixed arms, so no swinging arms were allowed. They had to fix the arms on the hips. And it's a little bit tricky to compare these results to other studies because there are always some differences in apparatus and procedures. For example, with or without the arm swings, force plate measurements versus flight time data, and so on. So it's not easy, but I saw some data from Lars that might be comparable. I don't know. We can check that later. And no differences in counter movement jump ability were observed across playing standards for any of the positions. And when compared to other Norwegian national team sport athletes, national team handball players jump on average 2 centimeters lower than soccer players and about 4 centimeters lower than ice hockey players. And in my opinion, there's no logical reason why it should be so. And we think that the Norwegian handball players should possess the same ability to produce vertical power as the other team sports. So I think it likely reflects poorer training status among this group of players. Aerobic capacity. We didn't have the possibility to test them in VO2 max because it's testing 170 players within 1 or 2 days. It's impossible, so we had to choose some more simple tests. So we chose to perform the 3,000 meter. And we observed marked differences among playing positions. And wing players and back players were considerably better than pivots and goalkeepers in this case. And the mean differences between wings and pivots was nearly 1 minute on the 3,000 meter test compared to the pivots and goalkeepers. So that's quite much. And this surprised us a little bit that the difference was so big. But it means that aerobic capacity is maybe a little bit more important than what we previously thought. The 3,000 meter test results for the handball players were practically identical with what we have for the ice hockey players. We don't have corresponding data for soccer players, but we have about 10 to 12-year-old data for VO2 max. And we see that the handball players have slightly lower aerobic capacity compared to soccer and ice hockey players. But the differences are not that pronounced. And it's probably not expected, not surprising given the size of the playing field areas and the number of players on the field. So it's logical in my opinion. Maximum strength tests. Let's start with deep squats. No significant differences in deep squats were observed across playing positions. And all categories you see achieved the mean results of about 120
130 kilos. And no differences were observed across playing standards for all the positions. And the results are not particularly impressive in my opinion, and I'm quite sure that many of the French players on the national team today could have achieved the same results with just using one leg. But we should consider also that there are many young players in this group, between 18 and 20 years, so it's perhaps not that bad, but it's definitely more to do work on this ability. Marked differences were observed when normalizing the tests to body weight. Then we see that the wing players are and also the back players are relatively stronger than the pivots and the goalkeepers. And then the upper body strength in terms of bench press. We see the pivots are slightly stronger than the remaining categories, but the differences are not very big. All groups achieve mean results of about 100 to 108 kilos. And no differences in maximum bench press were observed across playing standards for any of the positions. And in comparison, we see that Gorostiaga in 2005 reported about 107 kilos for the best Spanish team, but this was concentric lifting in a Smith machine, so they didn't use free weights. Overall, the present handball players have a lower maximal strength in both deep squats and bench press when compared to national team ice hockey players. And it's a general opinion among employees at our training center that the training culture among handball players is a little bit poorer than ice hockey players, and we think there is lots of work to do for the handball players, but they are in progress. So in conclusion, the presented results are of the male Norwegian players are overall better than what has been reported in previous literature. And it's on par or even slightly poorer than other Norwegian national team players. For sure, if we compare men with women, we will say it's considerably poorer than when compared to the Norwegian female players. Perhaps also why they are performing better at the international level. But we know we are still far away from the best French national team's standard of fitness, so there's still a lot of work to do. Thank you very much for your attention. Merci Thomas. On va passer quelques minutes aux questions avant de faire une pause. Donc, qui voudrait avoir plus d'informations ou de renseignements sur les différentes interventions que vous venez d'entendre? Allô. Merci. Bonjour à tout le monde. Nicolas Quinet, j'ai une question pour Jacques Priou. En fait, je voulais savoir, pour être efficace en termes de monitoring de charge, est-ce que ces temps-ci, l'évolution, elle va vers un mixte entre des marqueurs objectifs, donc avec les microtechnologies et tout, ou subjectifs avec la RPE dont on parlait tout à l'heure, ou est-ce qu'il y a une voie qui se développe plus que d'autres dans les publications? Dans les publications, alors ça dépend des sports. Dans le domaine du handball, c'est essentiellement de la vidéo. Dans le domaine du rugby et du foot, c'est essentiellement des biocapteurs, c'est du GPS. Moi, je pense que l'avenir, il va vers les vêtements capturisés, mais on n'y est pas. Donc, entre aujourd'hui et les vêtements capturisés, il va y avoir beaucoup de temps à passer. Et je pense que la dernière étude que je vous ai présentée, l'avant-dernière étude, celle qui s'est réalisée en 2010 sur une saison entière,
avec l'utilisation du modèle de Foster est un exemple de ce qu'il faut faire. Sauf que l'utilisation du modèle de Foster n'est pas suffisant. C'est-à-dire que je pense qu'il faut passer par du biocapteur, mais il faut tester la fiabilité des biocapteurs pour voir si ça peut véritablement être intéressant pour monitorer une charge d'entraînement. Mais pour aller dans le sens de votre question, je pense qu'il faut mener des études hybrides, pas avec uniquement une seule approche, mais avec plusieurs. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire actuellement avec l'équipe du Montpellier Handball. Une autre question? Merci. Devant. Non, de l'autre côté. Ça peut aller comme ça. Could I do some comments only? Because on the end, everybody is a little bit tired. On a déjà commencé à être fatigué. Pour les collègues de Danemark, what he said that handball is not a science, but handball needs science to help her to progress. Concerning Norwegian friends, that means your men team have to jump higher if he need to be as good as the women team. And the last things about our French colleague, because this is the people, Norway, Denmark, and France, that are the leader of the handball today. Les Français, il faut commencer à écrire, parce qu'il n'y a rien dans la littérature. Vous avez tellement de médailles, vous avez tellement d'expérience de haut niveau, et la littérature mondiale a besoin de vos publications pour qu'on puisse progresser dans les autres pays. Merci. Je ne sais pas si on peut avoir une question après ce que vient de dire M. Popovic. Est-ce que vous avez encore des éléments à préciser avec, effectivement, comme l'a dit Neboya, les meilleurs représentants du monde au niveau du handball, ou au moins ils représentent ces pays-là. Si vous aviez des questions en préparation physique, parce que progressivement sur le congrès, on va aller vers du médical. Là, on est sur des éléments frontières. Moi, j'avais une petite remarque à demander à Thomas. C'est qu'effectivement, bon, peut-être par intérêt perso, est-ce qu'il y a, on va dire en interne, en Norvège, beaucoup plus d'études garçons-filles? Puisque moi, je suis les filles norvégiennes par équipe interposée depuis un certain nombre d'années. Effectivement, c'est toujours un modèle, comme vient de dire M. Popovic. Là, vous avez présenté effectivement en rapport avec le championnat du monde masculin qui se déroule en France. Est-ce qu'il y a vraiment des études aujourd'hui qui se poursuivent, garçons-filles? Et est-ce que, selon vous, c'est possible justement de comparer garçons-filles? Many questions at the same time, but sorry. When I relate the men's results to the women, we just know that we know the typical gender difference in general among sprinters, jumpers, runners, and we expect what the gender difference should be. And we see that, at least for the Norwegian males and females, the gender gap is not that big, so it means that the girls are performing better relatively than the men. When it comes to assessing younger handball players, it's not in within the scope of the work for the Norwegian Olympic Federation to perform work for the younger generations. So we only have data for maybe the best talents when they are showing up at the age of 18. So we don't go below that age, but it would be interesting, but it's not in our mandate to do so. Can I have a comment? I'd just like to comment about what Mr. Popovic said about science. My science for 10 years have shown that the
the physical aspects is more important now for the total performance of a team than before. So it was good that 10 or 15 years ago, at least in Denmark, the teams started to hire physical trainers. And in the start, they came from athletics, or they came from the fitness world. But now I think it's time, because we all have these scientific data now, that we start to employ, full-time physical trainers. And that should not be people from athletics. This should be scientists with knowledge of handball, or handball guys with scientific knowledge. And instead of employing in the squad the player number 21 or 22, take this guy or her out and employ a full-time physical coach, because it's so important for the performance and the team. And not only that, also because of what I've told you about the overload and the risk for injuries. And actually you can say that maybe you will have a champions in a season who will maybe not be the best handball team, but if they train the right way, they have very little injuries, and their best players will be available, throughout the entire seasons, instead of the very good clubs with very good players. But it doesn't matter if they are injured all the time. So my take-home message also to the clubs and federation: start to hire some full-time physical trainers with scientific knowledge and background.